Nadja est le plus connu parce que c'est probablement le plus bouleversant des livres de Breton, le plus intense aussi. C'est l'amour qui vient tout expliquer. C'est ça, c'est cette photo. C'est la seule photographie connue de Nadja. Parce qu'en russe, cela est le commencement du mot espérance, et parce que ce n'en est que le commencement. Nadja était danseuse, courtisane, vivait de petits contrats. Elle était dans un état de pauvreté à ce moment-là. Le 4 octobre dernier, à la fin d'une de ces après-midi tout à fait désœuvrée, très morne, comme j'ai le secret d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. Et Nadja probablement était dans un état similaire, un petit peu vacillante, aux limites du délire, et c'est ce côté un petit peu fascinant de cette rencontre, c'est-à-dire que Nadja devient plus surréaliste que Breton, c'est-à-dire qu'elle est productrice d'images très fortes et qui bouleverse Breton, qui lui-même les encourage. Tous les sujets d'exaltation propres au surréalisme convergent à ce moment vers l'amour. L'amour fou est au centre de l'éthique surréaliste, et dans le sens où le surréalisme ce n'est pas qu'un mouvement littéraire, c'est une philosophie de vie. C'est le côté prophétique de Nadja, prophétique toujours un peu aux limites du délire aussi. Au mois de mars 1927, elle sombre dans la folie, elle a un épisode délirant dans son hôtel et elle est enfermée. C'est un peu la tragédie de cette femme, c'est qu'elle ne sortira jamais de cet enfermement. Et comme beaucoup de personnes hospitalisées dans des institutions psychiatriques, elle va mourir au cours de la Deuxième Guerre mondiale, probablement de faim en fait. Donc Breton, au moment d'écrire Nadja, est face à cette catastrophe. Et c'est ce qui explique aussi l'intensité de l'écriture telle qu'on voit sur le manuscrit, c'est-à-dire qu'il y a une vérité par rapport à soi-même qu'on voit dans la rigueur extrême de l'écriture. Donc c'est à la fois une écriture qui est intense et en même temps très raturée, chaoteuse, difficile pour Breton, donc c'est facile et empêché en même temps, c'est ce paradoxe qui est vraiment bouleversant avec ce manuscrit. C'est le soulagement pour Breton, c'est-à-dire qu'il le fait lire vraiment en descendant du train. Vraiment, ses amis sont rassemblés à la gare et il commence la lecture de Nadja. Et rentré à Paris, Breton se met à rassembler tout l'aspect iconographique du récit, puisque c'est une des caractéristiques majeures de Nadja, c'est non seulement cette rencontre amoureuse, mais l'usage très novateur qui est fait par Breton de l'image, qui vient ponctuer le récit pour éviter la description. Oui, Breton évidemment a mis un soin maniaque dans le choix de ces images. C'est cette dernière partie qui explicite ce qu'a signifié pour lui son aventure avec Nadja. C'était l'annonce de l'amour, mais ce n'était pas encore l'amour. C'est pas très sympathique pour Nadja, mais c'est comme ça que Breton l'a vécu. Et il ne faut pas oublier que c'est un récit avant tout de l'authenticité et de l'analyse de soi. Là, la dimension charnelle de l'histoire d'amour entre Breton et Nadja. Même Julien Gracq, par exemple, a trouvé que Breton se reniait par cette réécriture. À plusieurs reprises, Breton a reçu des lettres de femmes qui se prétendaient Nadja. C'était des femmes qui étaient folles, qui étaient internées,
et qui était tellement prise par le mythe, Nadja, qu'elle finissait par s'identifier. Et dans une de ses lettres, vraiment à la fin de sa vie, Breton n'est plus très sûr de son prénom, de son vrai prénom. Je crois que le vrai nom de Nadja devait être Hélène Delcourt. Hélène, voilà. C'est quelque chose qui, même pour Breton à ce moment-là, fin des années 50, début des années 60, se déréalise un petit peu dans un mythe. C'est ce côté aussi un peu triste de ce récit, c'est à quel point cette femme qui a existé pourtant a disparu.